première rencontre avec Émilie du Châtelet était un livre en anglais de Nancy Mitford, une romancière célèbre, qui avait écrit un livre qui s'appelait Voltaire in Love, Voltaire amoureux. Et j'avais à peu près 17 ans quand mon père me l'a apporté de la bibliothèque municipale parce que lui aimait beaucoup Voltaire. Alors là, moi, j'ai été tout de suite impressionnée par Madame du Châtelet pour son laboratoire, son amitié avec Voltaire, mais aussi par le fait qu'elle avait traduit les principes mathématiques de Newton, d'Isaac Newton. Voilà donc comment Émilie du Châtelet me permet d'évoquer déjà quelques liens avec ce dont je vais vous parler, le XVIIIe siècle, la biographie à deux, un peu, la traduction, le couple. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure un livre que j'ai publié l'année dernière sur un autre couple du XVIIIe siècle, Jean-Marie et Marie-Jeanne Roland, mais en le préfaçant par une explication sur l'itinéraire qui m'a conduit jusqu'ici comme historienne, et traductrice aussi, et féministe. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma vie, mais il y aura peut-être quelques éléments que je partage avec d'autres historiennes de ma génération. Vous continuez à m'entendre bien, ça va? Oui. D'abord, il faut préciser que je suis ici comme une étrangère qui étudie la France. Je suis galloise, j'habite en Écosse et ma première langue était le gallois. Mon père était prof de français et ma mère enseignait, elle était institutrice, elle enseignait en gallois. Donc, on faisait des langues, on pratiquait les langues dans la famille. J'ai appris le français à l'école comme tout le monde, quoi. Mais il vaut peut-être la peine de réfléchir un moment sur le fait que nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses, les historiens et les historiennes anglophones qui nous occupent de l'histoire française. Même au Royaume-Uni, mais plus encore aux États-Unis, où les colloques de la Society for French Historical Studies réunissent des centaines et des centaines d'universitaires et de doctorants. Et vous connaîtrez sans doute les noms de quelques historiens célèbres, Natalie Davis, Robert Paxton, John Scott, entre autres. J'ai écouté ici l'année dernière Karen Offen vous parler dans cette salle. Et quant aux historiens de la Révolution française, c'est toute une tribu. Vous connaissez sans doute le nom de Lynn Hunt, entre autres. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai toujours pensé que c'était un peu dommage que relativement à ces nombres, peu d'historiens français ont étudié les pays anglophones, et en particulier les îles britanniques, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Irlande. Ces histoires ont beaucoup de parallèles, beaucoup de contrastes aussi avec la France. C'est des histoires qui sont liées, très mouvementées, et cela ne manque pas de révolution. À mon avis, c'est ce qu'il nous manque à nous autres Britanniques, un regard français. Vous avez beaucoup de regards anglophones sur la France. Donc, je viens à la chasse de beaucoup d'autres qui ont étudié la France, mais il y en a relativement peu. Il est vrai que les choses sont en train de changer, et rien qu'à regarder la revue Clio, je vois apparaître plus d'articles sur la Grande-Bretagne que par le passé. Ce sont souvent des civilisationnistes qui ouvrent le chemin, mais il y a encore maintenant des historiens et des historiennes qui leur emboîtent le pas. On m'a une fois expliqué cette réticence de la France par deux raisons. Je vais vous les présenter, vous en pensez ce que vous voudrez, en disant d'abord qu'il n'y avait pas suffisamment de maîtres à penser en France qui se spécialisaient dans l'histoire britannique. Peut-être vrai. Et deuxièmement, par l'hostilité à Madame Thatcher. Alors là, un grand problème pour les historiens, mais on m'a sérieusement cité cette raison. En tout cas, dans mon propre itinéraire, comme observatrice étrangère, j'ai heureusement eu des maîtres à penser et des maîtresses à penser aussi, britanniques et françaises. Mais
pas plus que d'autres historiennes féministes de ma génération. Je n'ai pas eu un cursus classique. Je vais donc imposer à ce récit un ordre qu'il n'a pas vraiment eu sur le moment. Mon premier maître s'appelait Robert Shackleton et c'était un grand spécialiste de Montesquieu. À Oxford, début des années 60, j'étais étudiante en lettres, mais j'avais choisi d'étudier surtout le XVIIIe siècle et la pensée politique. Et j'aurais dû sans doute poursuivre avec lui mon sujet parce que c'était un beau sujet, surtout à cette époque-là, où on n'envisageait pas ce genre de choses. C'était le patriotisme et l'internationalisme au XVIIIe siècle. C'était l'histoire des idées, plutôt que l'histoire avec un grand H. Et j'ai passé un an à la Bibliothèque nationale à étudier tout cela. Puis, comme cela arrive, avec 3 jeunes enfants dans les années 60, il devenait très difficile de faire la recherche dans les bibliothèques françaises. Et j'ai donc laissé tomber ce sujet et j'ai enseigné dans le secondaire pendant quelques années avec une excursion dans la science politique pour une maîtrise. Mais c'est juste pour vous dire que le XVIIIe siècle français était mon premier amour historique, si je peux dire, mais que je l'ai abandonné. J'y suis revenue beaucoup plus tard. Deuxième maître à penser, c'était Fernand Braudel. Par une série d'accidents et de connaissances aussi, de réseaux, je traduisais de temps en temps des articles pour une revue bilingue éditée à la MSH pour la Raspail. Et c'est par là, un tout petit peu par hasard, que j'en suis venue à traduire son chef-d'œuvre, La Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II. Je dis le hasard, mais le réservoir des traducteurs, plutôt traductrices, est assez féminin. Il faut dire que la traduction est encore un travail que font souvent les femmes, travaillant chez elles, caricaturalement on dit sur la table de la cuisine quand les enfants sont à l'école, ce qui était littéralement mon cas. Donc on ne naît pas traductrice, on le devient. Je ne savais pas grand-chose sur le XVIe siècle à l'époque. J'ai passé 2 ans ou plus à m'y plonger et ce faisant, je ne me suis jamais fait spécialiste du XVIe siècle. Mais je me suis dit, mais c'est l'histoire qu'il faut faire. Si vous connaissez ce livre, vous saurez que c'est une sorte de catalogue très riche des thèmes de l'école des Annales, mais écrit avec une attention au détail qui séduit tout de suite. J'étais vraiment envoûtée par ce livre, à force de le connaître peut-être mieux que personne, je peux vous assurer qu'on lit beaucoup de fois un livre qu'on traduit. Et j'ai continué à traduire Braudel et d'autres historiens des Annales. Et vous vous demanderez sans doute où est le féminisme dans tout cela. Je dois dire que l'histoire telle que pratiquée à l'époque, l'école des Annales, ne faisait pas énormément de place à l'histoire des femmes, se peut dire. Mais ceci dit, les positions de l'école des Annales rendaient possible toutes sortes de choses. C'était l'histoire d'en bas, c'était l'histoire de la vie quotidienne. Il y avait un tas d'aspects de l'école des Annales qui, plus tard, ont été mis à contribution, je crois. L'école des Annales a beaucoup changé pour l'histoire des femmes et du genre. Braudel lui-même n'était pas super sympathique. Je me souviens qu'à un certain moment, Yvette Roudy voulait changer le nom de la Maison des sciences de l'homme. Hein. Elle disait, ça ne va pas, la Maison des sciences de l'homme. Elle voulait Maison des sciences humaines, ce qui est quand même assez raisonnable, à mon avis. Mais Braudel n'a jamais voulu. Et je ne crois pas, la maison est restée la Maison des sciences de l'homme, en tout cas. Je devrais dire à ce point que je me croyais féministe depuis longtemps. C'est-à-dire que j'avais lu Simone de Beauvoir quand j'étais étudiante, j'avais lu en anglais, puis j'avais lu en français. Le mot féministe, d'ailleurs, n'était pas très utilisé à l'époque,
Et avec les changements de 1970, on a commencé à parler du mouvement de libération des femmes, mouvement des femmes, etc. Et puis on est revenu au vieux mot de féminisme. Je m'étais toujours pensé un peu féministe, c'est-à-dire que c'était sans doute très superficiel et j'ai dû beaucoup approfondir la pensée depuis. Mais je me souviens d'avoir écrit dans un journal étudiant en 1960, j'avais 20 ans, un article au titre dont j'ai un peu honte maintenant. Ça s'appelait « Ni papillon, ni suffragette ». J'aurais dû dire « ni pas de papillon, surtout les suffragettes », quelque chose comme ça. Mais c'était pour protester contre le petit nombre de places allouées aux femmes à l'université d'Oxford, où j'ai étudié. Il y avait 5 collèges de femmes contre une vingtaine pour les hommes. Et je prétendais que nous n'avions pas besoin d'être des suffragettes, nous avions déjà une certaine égalité politique, etc., mais qu'il y avait des poches d'inégalité. Et bon, c'était un article quand même un peu naïf, mais je me souviens d'avoir écrit, parce que j'étais vraiment enragée par avoir vu une photo dans Life Magazine où il y avait des photos d'étudiants à Oxford en disant qu'il y avait des pretty co-eds. Alors, co-ed, c'était le terme pour les étudiantes, les femmes étudiantes. Alors, ça, j'étais enragée, j'avais écrit ce petit article. Bien sûr, je n'étais pas au courant de la vaste infrastructure d'inégalité et de potentialité que nous avons découverte ou redécouverte dans les années 70 et 80. Mais je n'étais pas non plus surprise par la deuxième vague du féminisme. Et je connaissais plusieurs des militantes britanniques, telles que Sheila Rowbotham, qui a fait ses études à côté de moi. Donc, c'était le moment. On était arrivé. Je traduisais Braudel au début des années 70. Et c'était le troisième maître à penser, mais il faut dire maîtresse. C'est-à-dire que c'était Michel Perrault. Car en ce moment, ce qui m'a confirmé dans mon trajectoire, c'était que Michel Perrault a dirigé ma thèse dans les années 70. Elle était venue, je ne sais pas si elle s'en souvient, à l'université de Sussex, où j'enseignais comme vacataire, pour présenter une collection de documents intitulée « La Sorbonne par elle-même ». Je ne la connaissais pas, elle était venue faire une conférence après les événements de mai 68. Elle avait un tel enthousiasme que cela rayonnait autour d'elle. Et je dois dire que hier même, je suis allée, je ne sais pas si vous savez, mais Michel vient de recevoir le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Et la présentation était d'hier. Et Michel a très bien réussi à faire passer son petit discours de réception vers un discours sur Simone de Beauvoir. Et elle a parlé avec un tel enthousiasme que c'était exactement comme il y a 30 ans déjà. Alors là, j'avais de la chance parce qu'un de mes collègues, qui s'appelle Jean Schulkind, qui est spécialiste de la commune de 1871, et exactement des femmes de la commune. Il écrivait déjà sur les femmes de la commune dans les années 60. C'est lui qui m'a conseillé de demander à Michel si elle voulait bien diriger ma thèse, un doctorat de 3e cycle, comme on disait à l'époque, à Paris 7. Heureusement pour moi, elle a accepté, ce que je considère comme une des chances de ma vie. Est-ce qu'elle a des fautes? Oui, elle a une faute. C'est très difficile de lire son écriture. À part cela, je n'en connais aucune. Mais bon, j'avais beaucoup de chance d'avoir Michel comme directrice de thèse. Je voulais faire une thèse sur l'histoire du mouvement ouvrier dans le sillage du livre de Edward Thompson sur la classe ouvrière anglaise. Et non seulement Michel Perrault était spécialiste de l'histoire du travail, parce que son livre sur les grèves venait de sortir, mais aussi dans ces années-là, elle enseignait un cours sur l'histoire des femmes, et elle cheminait vers les recherches sur l'histoire des femmes, dont elle a dit elle-même qu'avec le mouvement des femmes des années 70, elle avait trouvé, et je la cite,
la possibilité de concilier un projet politique, le mouvement des femmes, un projet intellectuel, écrire l'histoire des femmes, et un projet existentiel et personnel. Et je crois que beaucoup des historiennes de notre génération pourraient dire de même. Enfin, à sa suite, on avait découvert un moyen de réconcilier nos vies militantes avec nos recherches. Mais je dois vous dire que mon sujet de thèse n'était pas très prometteur, parce que c'était déjà une biographie, mais d'un homme. Je me souviens qu'à notre première rencontre, Michel m'a dit « Attention, il s'agit de ne pas faire la biographie bête ». Et je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut faire la biographie bête? C'est sûr qu'on peut le faire. Le sujet était un homme, Jean Alleman, qui était un typographe, communard et un des chefs de file du premier parti socialiste en France au XIXe siècle. C'était un contemporain plus ou moins de Jaurès. Il était le chef de file des almanistes. Mais ce qui m'attirait chez lui, c'était moins la vie politique que sa lutte pour les ouvriers typographes, les ouvriers du livre, parce que mon propre grand-père avait été typographe. Et c'est ce que j'aimais beaucoup. Enfin, c'était l'histoire du mouvement des ouvriers du livre qu'on découvrait un peu chez lui. Et je devrais dire aussi combien je dois aussi à la regrettée Madeleine Reberiou, qui en ce moment faisait des recherches sur les professions du livre et qui m'a beaucoup aidé pour trouver des ressources. Il y avait d'ailleurs, enfin, les archives du syndicat parisien des ouvriers du livre étaient pêle-mêle dans un placard quelque part. Les syndicats allaient les mettre à la poubelle et c'est Madeleine qui les a sauvés, comme elle faisait avec beaucoup de détermination. Mais chemin faisant, les femmes intervenaient dans la thèse. D'abord les femmes autour d'Alman, sa compagne, sa mère, la famille. C'était d'ailleurs le sujet de mon premier article publié dans le Mouvement social. Et ensuite les femmes impliquées dans la typographie. Elles rencontraient l'hostilité des syndicats parce qu'elles étaient mal rémunérées. Alleman a d'ailleurs pris parti plutôt pour elle dans le cas d'Emma Couriot, un cas célèbre d'une femme typographe qui voulait être payée au même tarif que les hommes. Et j'en connaissais quelque chose car en Angleterre aussi, on n'admettait pas les femmes dans le syndicat du livre avant les lois sur l'égalité de 1975. Vous avez bien entendu, 1975, le syndicat avait le droit de refuser l'entrée des femmes dans le syndicat, ce qui est une des raisons pour laquelle je suis devenue universitaire et non pas typographe. J'avais essayé, mais ce n'était pas possible. Je ne m'attarde pas sur la thèse elle-même qui est hors de notre sujet un peu aujourd'hui, sauf pour dire que c'est à ce moment précis, je crois, oui, que j'ai attrapé la ferveur des archives. Surtout, je me souviens de la préfecture de police. C'était le premier endroit, car la police observait toutes les activités des militants politiques. Les archives de la répression, comme on dit, malheureusement, sont des sources de l'histoire des mouvements de contestation, que ce soit les socialistes, les bonapartistes, les féministes. Vous les trouverez tous aux archives de la préfecture de police. Dans ces papiers jaunissants, les notes écrites à la main, sous le boisseau, comme le policier au fond de la salle qui prenait des notes. Oh là, les notes subsistent dans les archives. Maintenant, nous connaissons beaucoup mieux, n'est-ce pas, la surveillance, beaucoup plus cachée. Pas la même chose. Mais donc, j'ai découvert un goût pour les archives, pour l'histoire, les documents. Mais aussi, c'était un début d'une amitié intellectuelle qui dure jusqu'à aujourd'hui, avec Michel, bien sûr, et par son séminaire qui m'a introduit dans un réseau d'amitié avec d'autres historiennes féministes françaises, et, comme par exemple Florence Rochefort, Christine Barr, Françoise Thébault, Anne Cova, Hélène Chenu, Michel Zancarini, beaucoup d'autres que j'ai rencontrés à cette époque-là, et toute l'équipe finalement de la revue Clio.
Ce sont des collègues à qui je dois énormément de choses. Donc, on arrive plus ou moins à l'histoire des femmes proprement dites et éventuellement du genre. Alors, ce que nous faisions avec Michel et d'autres dans ces années-là, c'était d'analyser avec un œil critique non seulement la façon dont on avait écrit l'histoire, souvent sans les femmes, mais en méconnaissant les femmes. Ouais. Virginia Woolf avait écrit dans un livre que vous connaissez peut-être, Une chambre à soi, il ne manque pas de livres sur les femmes. Il y en a énormément. Il y a peut-être beaucoup plus de livres sur les femmes que sur aucun autre sujet. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces livres? Ils ne racontent pas ce que nous comprenons comme femmes, comme notre histoire. Donc, nous étions amenés à critiquer non seulement la façon dont on avait écrit l'histoire, mais même les sources, même nos recherches archives, trop souvent reflétant le regard masculin de celui ou ceux qui les avaient rédigées. C'était donc une révolution non seulement sur la matière, mais sur les textes aussi, sur le langage dans lequel on écrivait l'histoire. Dans l'immédiat après la thèse, début des années 80 donc, je vivais en Écosse et c'est un doctorant, Jonathan Zeitlin, que j'avais rencontré ici même, chez Michel Perrault, qui m'avait dit qu'il savait qu'il y avait une lutte pour et contre les typographes femmes en Écosse, ce qui fut finalement le sujet de mon premier livre publié sur l'histoire des femmes dans les années 80. Je passe là-dessus, mais ce livre m'a introduit également dans un nouveau réseau de femmes historiennes qui lançait l'histoire des femmes en Écosse. Et si vous croyez que c'était difficile en France, je vous invite à venir en Écosse, où l'histoire était très masculinisée à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de femmes dans les départements d'histoire, dans les universités en Écosse à l'époque. Et c'est même l'historiographe royal lui-même qui avait fait remarquer vers cette époque-là que c'était un véritable scandale qu'il y avait si peu d'histoire des femmes en Écosse, parce que c'est une histoire extrêmement riche, mais à peine défrichée. La situation a beaucoup changé en 20 ans, et nous avons réussi à plusieurs, un réseau qui publie des ouvrages, dont le dictionnaire biographique des femmes écossaises, qui est peut-être une des choses que j'ai fait, enfin en équipe bien sûr, dont je suis vraiment fière parce que cela a été l'occasion de pouvoir stimuler d'autres recherches pour les doctorants qui sont venus depuis. Je vais survoler assez rapidement les années 80-90, où j'ai travaillé surtout sur le 19e et le 20e siècle, pour en venir à mon projet sur les Rolands et pour parler un tout petit peu de l'histoire du genre. Je sais que le mot a mis un peu de temps à devenir familier en France. Je suis au courant des débats qu'il y a eu récemment là-dessus. Je me souviens que dans les années 80, avec Leora Auslander, on essayait d'expliquer ce que représentait en anglais ce terme gender par rapport au sexe ou différence des sexes, etc. Ce terme a d'ailleurs une longue histoire. Karen Offen m'a dit que c'était utilisé dans le sens moderne, même au XVIIe siècle. Il est souvent employé aujourd'hui un peu partout, n'est-ce pas, dans la langue courante en Angleterre et aux États-Unis, assez abusivement pour dire sexe. On dit, enfin, il y a des personnes des deux genres dans cette salle, par exemple. C'est plutôt... Je ne m'aventure pas sur les débats autour du livre de Judith Butler, Gender Trouble, qui ont encore compliqué ce concept, mais je me limiterai ici à son interprétation courante, plutôt émergée des années 80, entre sexe et genre, que le sexe est, du moins en grande partie et pas entièrement, nous sommes très conscientes maintenant, biologiquement donné.
On a beaucoup appris sur enfin, nos idées sur le sexe étaient un peu trop simples dans les années 80. Et si vous avez des amis trans, comme je l'ai moi-même, vous savez qu'il y a, biologiquement donné, c'est un peu un concept à questionner aussi. Mais que le genre se réfère à ce qui est socialement construit. Et là, on peut être d'accord, je crois, dans la masculinité, la féminité, les relations entre hommes et femmes, émergent de l'histoire des femmes. Je ne crois pas qu'on se soit arrivé à l'histoire du genre sans passer par l'histoire des femmes d'abord, mais cela a provoqué bien sûr l'histoire des hommes, l'histoire de la masculinité ou des masculinités, et encourageant le concept du genre comme dans les mots de John Scott, une catégorie d'analyse historique qui touche les hommes autant que les femmes. Beaucoup plus facile d'ailleurs à utiliser en histoire qu'en société contemporaine, je crois. Je l'ai utilisé ce mot pour un livre qui s'intitulait La France entre les deux guerres, genre et politique, France Between the Wars, Gender and Politics, où j'essayais de voir en quoi les relations entre hommes et femmes en France ont évolué entre les deux guerres, à une époque où le droit de vote n'avait pas été bloqué, n'avait pas été accordé aux femmes. Alors, en principe, les femmes sont absentes des livres sur l'entre-deux-guerres, sont souvent très absentes. Et l'historien explique en disant mais elles n'avaient pas le droit de vote, donc elles sont absentes de tout ce qui est politique. Ce que j'avais fait dans ce livre, c'était de regarder différentes sphères d'action, par exemple les débats autour de la natalité, les mouvements de jeunesse, les mouvements de paix, l'éducation, les lectures des jeunes, les services sociaux. Et je concluais qu'on pouvait voir quand même comme un mouvement souterrain où les femmes avançaient dans la vie publique avec l'aval de certains hommes contre la résistance d'autres, une situation complexe sur laquelle les généralisations ne tenaient pas debout. Dans cette étude, par exemple, je découvrais des rapports assez compliqués. Je vous donne qu'un exemple, c'est de Henri Sellier, qui était le ministre de la Santé sous le Front populaire, et ses relations avec les dames de bonnes œuvres, avec lesquelles il était souvent obligé de travailler, et les compromis, les négociations qu'ils ont eues entre eux, pour, à mon sens, fonder un tout petit peu les débuts de l'État-providence. Et c'était une affaire de genre, c'était une affaire où hommes et femmes devaient voir ce que pensaient les uns et les autres. Donc, je peux dire que mon livre sur les Roland s'inscrit donc dans un souci de voir le passé par le prisme du genre, pour arriver à une image un peu différente de celle qu'on voit d'habitude. Là, je vais commencer à parler enfin du livre et je me permets de boire un peu d'eau pour soulager la voix. Alors pourquoi Pourquoi une biographie et pourquoi les Roland? La biographie n'a pas toujours eu bonne presse. Très, très facile de faire la biographie bête, à mon avis. Trop linéaire, trop limité, trop concentré sur un sujet auquel le biographe devient trop attaché. C'est facile à dire, mais je vous assure que c'est très difficile de s'empêcher d'être trop attaché au sujet d'une biographie. Bourdieu parle de l'illusion biographique, c'est-à-dire la prétention de créer un récit cohérent. D'autres ont parlé du pari biographique, du pacte biographique, mais toujours pour critiquer un peu le concept de biographie. Et en France, on entend souvent parler des pavés anglo-saxons, c'est-à-dire des pavés, des grandes biographies. On voit ce qu'il a fait à 3 heures de l'après-midi, 1867. J'en passe, mais entre d'autres stratégies, il y a quand même certaines réponses qui sont bonnes. Les vies dans leur époque, placer la vie de quelqu'un bien dans leur époque.
la prosopographie, la vie de plusieurs personnes prises ensemble, ça peut être un petit groupe ou même un grand groupe. On l'a fait pour, par exemple, les professeurs du secondaire, etc. Ou la vie des couples, et ça ne manque pas de biographie de couples. Et en particulier, assez récemment, la vie des personnes obscures. Et c'est encore Michel Perrault qui a fourni un très bon exemple avec la mélancolie ouvrière sur la vie de Lucie Baude, qui était une femme très peu documentée. Et précisément, je dirais que c'est là une biographie postmoderne. C'est-à-dire que ce n'est pas un récit cohérent, c'est précisément un livre sur la difficulté d'écrire la biographie. Alors, vous me direz tout de suite, précisément, vous n'avez pas choisi un personnage obscur, mais pas du tout. On n'a guère besoin d'une nouvelle biographie de Madame Roland. Et j'imagine que vous connaissez assez bien tout de même la réputation de Madame Roland. Elle est en tout cas très bien documentée. Il y a beaucoup de biographies en français et en anglais. Vous cherchez sur Google ou vous cherchez sur Amazon, vous avez des vingtaines de biographies de Madame Roland. De qualité inégale, mais quand même, il y en a qui sont très bien documentées, très bien écrites. Hein. C'est pas ça qui manque. En français, il y a une biographie que j'aime particulièrement par Françoise Kermina. Malheureusement, il n'y a absolument pas de notes. Mais c'est donc, Madame Roland, c'est une femme célèbre. C'est ce qu'on appelle en anglais a woman worthy, ou même une héroïne, une femme exceptionnelle, dont nous disions dans les années 70 que c'était exactement le genre d'histoire que nous ne voulions pas écrire. Mais bon, elle m'attirait un peu, précisément parce que les féministes la boudaient. Les féministes n'étaient pas très favorables à Madame Roland. Et on passait dessous très vite en disant écoutez, elle n'a pas lutté pour les femmes, c'était une salonnière. Je reviendrai sur ce mot-là, salonnière. C'était quelqu'un qui disait que le rôle de la femme, c'était de rester derrière l'homme, de ne pas se faire remarquer. On pouvait trouver ces citations dans ses lettres. On peut trouver de tout dans ses lettres d'ailleurs, et le contraire. Mais bon, on a dit que ce n'est pas Olympe de Gouges quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui a lutté pour les femmes. Donc, elle m'attirait quand même parce qu'il y a très peu de femmes au cœur de la Révolution française qui sont si bien documentées et sur lesquelles, à mon sens, on n'avait pas vraiment réussi à résoudre le mystère qui planait là-dessus. Mais j'ai choisi l'approche par le genre. Ce qui m'intéressait, c'était les rapports à l'intérieur du couple. Au XVIIIe siècle, presque tout le monde vivait en couple. Hein, marié, le plus souvent, marié pas très harmonieusement, le plus souvent peut-être, mais les couples, c'était comme une sorte de base de la société du XVIIIe siècle. Et les rapports à l'intérieur du couple, amour, intimité, domesticité, mais aussi collaboration, contestation, domination, compagnonnage, répartition des rôles. Et ces deux personnes, Marie-Jeanne Flippon, c'est ce nom de jeune fille, souvent déformé par les historiens. Je ne pourrais pas vous dire combien de livres ne savent pas écrire Flippon. Hein. Écrire l'orthographe leur sans problème. Et beaucoup d'historiens aussi, excusez-moi, qui l'appellent familièrement Manon. On parle toujours de Manon. Parce que dans ses mémoires, une page dans ses mémoires où elle dit « Quand j'étais toute petite, la famille m'appelait Manon ». Elle dit « C'était au passé. Hein. » Donc, on ne sait pas comment elle s'appelait plus grande. On ne sait pas si elle s'appelait Marie-Jeanne, parce que dans les lettres, aucun prénom. Et elle n'a jamais signé de son prénom.
Et son mari et elle s'appelaient mon ami, ou bien Lou, c'était un petit nom, cher Lou. Donc, je n'ai jamais su comment elle s'appelait. Mais ça n'empêche pas les historiens de dire Manon fait ceci, Manon pendant la Révolution fait cela. Mais bon, petit mystère. Mais ils ont été au centre de la Révolution française, mais la Révolution n'occupe que les dernières années de leur vie. Et les rapports pendant les événements ont été déterminés par la vie d'avant, la vie sous l'Ancien Régime, très mal connue d'ailleurs de ce couple. Or, il se trouve qu'ils se sont mariés en 1780. Il se trouve que dans ces fameuses mémoires, Madame Roland ne dit presque rien sur son mariage. Elle parle beaucoup de la Révolution, des autres personnages de la Révolution. Elle parle beaucoup de son enfance et de sa jeunesse. Elle expédie très vite son mariage. Elle n'a peut-être pas eu le temps d'en venir aux années du mariage. Elle n'a absolument pas parlé des années entre son mariage et la Révolution, très peu en tout cas. Et elle a laissé entendre explicitement dans ses mémoires que c'était un mariage de raison. Elle a même dit en toutes lettres, je le croyais une personne sans sexe de son mari. Elle a écrit, vous trouvez dans sa mémoire. Elle a dit, je l'aimais comme un père, hein, comme une fille aime son père. Et c'est tout ce qu'elle dit dans ses mémoires. Un mariage de raison avec un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle et qui était d'un statut social supérieur. Presque tous les biographes l'ont cru sur parole. Hélas, ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'elle a laissé cette impression? C'est bien très compliqué. Dans les derniers mois de sa vie, quand elle écrivait ses mémoires, elle est tombée amoureuse d'un autre, le Girondin Buzeau. On a connu son identité que bien plus tard, après leur mort. Je vous signale que l'autobiographie ou les mémoires sont un outil à utiliser avec beaucoup de précautions pour les biographes. Et dans ce cas, il s'agit d'une longue lettre d'amour au jeune homme en fuite qui, pensait-elle, allait lire ses mémoires un jour. Donc les mémoires ne disent pas toujours toute la vérité. Mais qui était donc M. Roland? J'ai été surprise de constater que même parmi les gens qui connaissaient assez bien le nom de sa femme et l'histoire de la Révolution, en Angleterre comme en France, très peu de gens avaient une idée sur M. Roland. Puis il était ministre, il avait un rôle quelconque au gouvernement. Il était pourtant ministre de l'Intérieur pendant une grande partie de l'année 1792, de mars en juin, et puis du 10 août jusqu'en janvier 93. Il faudrait insister un peu sur le fait que le ministère de l'Intérieur avait d'énormes responsabilités à cette époque, peut-être plus qu'avant et sûrement plus qu'après. Non seulement l'ordre public que nous connaissons, mais la subsistance, l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'éducation, les ponts, chaussées et routes, les institutions religieuses, les arts, la communication du centre avec les départements sur toutes ces affaires, et j'en passe. C'était un ministère monstre. Il n'est pas surprenant que Roland se soit pratiquement tué à la tâche. Excusez-moi. Ni qu'il ait fait beaucoup d'ennemis, parce qu'on ne pouvait guère éviter de faire des ennemis. Sa responsabilité pour la France tout entière l'a opposé aux revendications et aux positions de la Commune de Paris dans l'époque fatale entre le 10 août et l'exécution du roi. Une époque qui contient, par exemple, les massacres de septembre. Et dans ses prises de position, Roland a été très près de Brissot. Je ne vais pas parler de Brissot, mais Brissot est un des mystères de la Révolution. C'est un mystère total que ce Brissot, comment il est devenu à être si important et on connaît si peu sur lui
dans un sens. Et il est devenu très près de Brissot et de la Gironde, et partant, éloigné des Jacobins de Robespierre, qui pourtant avait été un bon ami du couple l'année avant. Et c'est précisément parce qu'elle était la femme de ce ministre tout-puissant que Madame Roland a été précipitée sur la scène nationale. On n'aurait jamais entendu parler d'elle s'il n'avait pas été nommé ministre. Et si on a beaucoup écrit sur les assemblées et les débats pendant la Révolution, il y a eu relativement peu d'études des ministères. Sur Roland, par exemple, il y a 2 livres seulement. Alors, sur sa femme, il y a des vingtaines, il y en a 2 sur Roland, un en anglais, un en français, bon mais ancien. Si les biographes de Madame Roland évoquent très peu son mari, ces 2 livres parlent très peu de la femme, de Madame Roland. Le mariage, donc, est comme une sorte de trou noir dans les biographies de ces 2 personnes et dans l'histoire de la Révolution. Et je peux vous dire que les articles dans Wikipédia, que ce soit en français ou en anglais, sont d'une inexactitude désespérante, qui relève sans doute d'un certain parti pris, parce que quand même la Gironde n'a pas les faveurs des historiens de quel côté qu'ils soient, de droite ou de gauche. La Gironde a toujours tort, hein, c'est une des règles d'histoire de la Révolution. Et les Roland avaient beaucoup d'ennemis à l'époque, et ils continuent à avoir beaucoup d'ennemis aujourd'hui même. Donc il faut faire attention parce que, comme j'avais dit, dans une biographie, double dans ce cas, mais on est toujours pris entre la tentation d'être conseil pour la défense et procureur public. C'est-à-dire ou bien on prend trop parti pour le sujet ou pas assez. Un hatchet job, comme on dit en anglais, c'est-à-dire faire des coups de hache contre le sujet. À force de fréquenter ce couple pendant des années, j'ai éprouvé tour à tour de l'affection, de l'admiration et de l'exaspération. Pendant la Révolution, à laquelle ils étaient tout de suite consacrés, enfin ils étaient absolument ravis de voir venir la Révolution en 1989, leurs actions ont été tour à tour courageuses, imprudentes, intelligentes, bien intentionnées, mal avisées, des maladresses dangereuses. Je crois que c'est Talleyrand qui a dit « pire qu'un crime, c'est une erreur ». Alors là, Roland a commis des erreurs, c'est sûr, mais ils ont été aussi beaucoup calomniés, c'est-à-dire on se calomniait à perte de vue pendant surtout en 1792-13. À cette époque-là, on se calomniait des 2 côtés. Et les 2 côtés avaient des responsabilités là-dessus, entre la Gironde, soi-disant, et les Jacobins, soi-disant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler beaucoup de la Révolution, hein, parce que ce serait un peu trop compliqué d'abord, et ça nous mènerait peut-être un peu trop loin, mais vous pourrez sans doute en parler dans le débat. Je vais plutôt vous parler des aspects de ce couple qui sont moins connus et qui relèvent plus précisément du genre. D'abord, le mariage. Ce n'est pas un mariage, comme on dit en anglais, of convenience. C'est ce qu'on dit en français de convenance, parce que ça a causé le maximum d'inconvénients à tout le monde. C'était une mésalliance entre une femme qui était la fille d'un graveur parisien sans le dot, presque sans le sou, et Roland qui était, il s'appelait de son nom Roland de la Platière, une particule noble qui avait été attachée à la famille au fond des âges, mais il était le 10e enfant d'une famille qui avait des attaches vagues avec la petite noblesse de robe, mais qui était pratiquement sans le sou, famille du Beaujolais. Mais tout de même, il avait un statut supérieur. Donc les 2 familles étaient contre le mariage. La famille de Roland voulait qu'il épouse une fille riche, ce qui n'était pas le cas. C'était l'amour des livres qui les a rapprochés. Mais en tout cas, c'était un mariage d'amour. Et vous n'avez qu'à lire les lettres échangées pendant leur fiançailles, mais encore plus
On pouvait dire pendant les fiançailles, on a beaucoup lu Rousseau, on aime s'épancher, beaucoup d'émotions à son fiancé, etc. Après le mariage, ça continue. Je vous lirai tout à l'heure quelques extraits. Mais je dois vous dire tout de suite que le mariage manquait de moyens. Voici une lettre qui est vraiment époustouflante que Roland a écrite à sa fiancée quand elle avait dit oui. Il a dit, il a écrit, j'ai du linge de table, d'appartement et pour mon usage personnel pour 2 ans. Je n'ai que cela. J'ai 8 couverts et 2 cuillères à ragoût. Rien de plus. Il me faut acheter la première pièce du ménage, qui veut dire le lit, et tous les meubles, plus généralement toutes sortes de provisions indispensables. Je n'ai rien. Comme inspecteur de manufacture, il a gagné sa vie, toute sa vie, comme inspecteur de manufacture. Ce n'était pas un poste qui était très bien rémunéré, un poste d'État. Elle lui a répondu tout de suite, en essayant de renchérir un peu. Je puis bien aussi me passer d'acheter du linge pendant 2 ans, mais j'aurais besoin aussi de 3 robes. L'une d'été, l'autre d'automne et printemps, et 3e très simple, de toutes les saisons. J'ai bien quelques dentelles de ma mère qu'il serait dans mon goût d'employer, mais comme rien n'est complet, que le dessin est ancien, il peut être difficile de les rassortir et encore plus d'éviter l'air de hasard et de rajustage. Et elle a dit, j'ai cherché aussi à me défaire de boucles. Les boucles, c'est les boucles d'argent sur les chaussures. Et d'ailleurs, c'est devenu assez célèbre que Roland, M. Roland, ne portait jamais les boucles d'argent à ses chaussures. Il attachait ses chaussures avec on disait des rubans, nous on dirait des lacets, parce qu'il s'est présenté à la cour. C'était encore la monarchie quand il avait été nommé ministre la première fois. Il s'est présenté à la tour et un des laquais a dit à Dumouriez, qui était un autre ministre, il n'a pas de boucle à ses chaussures. Alors Dumouriez a dit, tout est perdu, un ministère jacobin. Bon, ni l'un ni l'autre ne portait de boucles d'argent, alors ils ne pouvaient pas se payer des boucles d'argent. Ils n'étaient jamais riches, mais enfin, ils sont devenus un peu plus confortables parce que la famille de Roland leur a permis tout de même d'avoir l'usufruit d'une petite propriété en Beaujolais qui s'appelait le Clos, où entouré de vignobles. Mais il a toujours dû gagner sa vie pour avoir de l'argent comptant. C'était un mariage où il y avait de l'affection mutuelle. Je ne vais pas vous citer longuement cela, mais je vous cite à tout hasard une lettre que Mme Roland a écrite après 8 ans de mariage, où elle a dit « Bonjour Lou ». Lou, c'était l'animal, le loup, était leur petit nom. Je me porte bien, je t'aime. Et puis, elle a raconté un tas de potins sur ceci et cela. Sur Necker, par exemple. Elle a dit, Necker est nommé... Et puis, elle a fini, je t'embrasse et t'embrasse, encore éternellement. Soigne-toi et préserve-toi pour moi qui t'aime. Il y a un tas de lettres comme ça. Oui. Ce n'est pas de l'affection feinte, pas du tout. Et lui écrit des lettres, mais vraiment débordantes d'amour pour elle. Par exemple, il est à Paris pour son travail, il neige, il dit « J'ai hâte de retourner pour être avec toi. J'aimerais être dans mon cabinet et dans ton lit quand les rues de Paris sont couvertes de neige. » Et il a d'ailleurs aimé sa femme jusqu'à la fin. Mais ce qui m'intéressait encore un peu plus que tout cela, quand même agréable à voir qu'ils s'aimaient, mais bon, il collaborait. Dans ce mariage, il y avait 2 aspects de coopération, les travaux académiques et l'enfant qu'ils ont élevé ensemble. Roland collaborait à l'encyclopédie méthodique. C'était édité par Pankouk, je ne sais pas si vous voyez ça, mais il s'agissait de rendre beaucoup plus accessible et thématique la grande encyclopédie de Diderot et de d'Alembert. Et Roland était spécialiste des textiles par son travail. Il a tout écrit sur les manufactures dans 3 volumes qui s'appelle le Dictionnaire des arts et métiers. Toutes sortes de textiles. C'était un supplément à leur revenu parce que Pankouk payait assez bien.
Mais c'était un travail décisif parce que c'était une chose qui changeait tout le temps avec le progrès des machines. Et d'ailleurs, Roland était pour le progrès et l'avènement des machines anglaises pour la plupart, mais sans négliger les ouvriers. On peut dire qu'il a toujours, pour lui, le plus grand mal du monde, ce n'est pas la pauvreté, c'est le manque d'emploi. Il voulait que les ouvriers soient employés. Et donc, il essayait de réconcilier, ce qui était difficile à l'époque, n'est-ce pas, à un moment où les machines commençaient à venir, parce que il fallait réconcilier le progrès qu'il aimait beaucoup et le destin des ouvriers et des ouvrières. Madame Roland, ce sujet l'intéressait moyennement, il faut dire. Elle aimait la littérature, la philosophie, mais elle a mis la main à la tâche. Elle est devenue, elle s'est dévouée. Elle a lu les sources pour lui, elle a traduit de l'anglais, elle a fait des extraits pour lui, elle a relu son texte en l'améliorant souvent. Et elle a lu les épreuves. Ah, excuse-moi, c'est quelque chose qui marche pas? Ça va. Il existe aux Archives nationales un document très touchant, à mon avis. C'est plusieurs feuilles où sont attachés de petits échantillons d'indiennes. Les indiennes, c'était ces cotonnades à la mode qui faisaient la ruine d'ailleurs de l'industrie de la soie à Lyon. Et Madame Roland les a découpées et l'a annoté de sa main. Ça va? Oui. Donc, on peut voir très bien physiquement comment elle l'a aidé dans son travail. Et dans ses mémoires d'ailleurs, elle dit clairement « J'ai travaillé avec mon mari, comme j'ai mangé mes repas ». Elle dit aussi, et c'est peut-être vrai, qu'elle a composé ses meilleurs morceaux. Il faisait des papiers pour les académies de province, et je crois en les lisant qu'elle y a mis beaucoup d'elle-même. Hein. Elle a corrigé son style. Il avait une éducation plus ou moins... Il était presque aussi autodidacte que sa femme d'ailleurs. Roland, il faisait des fautes de français, etc. Il corrigeait. Donc, il faut dire que c'était une collaboration, sinon exactement intellectuelle, parce que finalement, elle n'était pas très enthousiaste pour les textiles. C'était pratique. Et il faut dire d'ailleurs qu'ils partageaient les mêmes idées. Intellectuellement, oui, ils ont été sur la même longueur d'onde. Tous les deux étaient fanatiques de Rousseau, par exemple. Mais elle faisait... Ça m'a frappé qu'elle était un peu comme on voit de nos jours, ou on voyait peut-être de nos jours, c'est peut-être un peu moins courant maintenant. Dans les débuts de livres d'historiens, on voit en reconnaissance à ma femme qui a tapé tout ceci à la machine, ou qui a corrigé les épreuves, ou qui m'a corrigé mon français, etc., etc. Combien d'épouses ont aidé leur mari universitaire de la même façon? Rien qu'à l'école des Annales, vous verrez, il y a des femmes qui ont vraiment fait beaucoup de travail sur les livres de leur mari. Alors, le deuxième projet sur lequel ils ont collaboré, c'était leur enfant. Ils n'avaient qu'un enfant, une fille, Marie-Thérèse Eudora, appelée Eudora, qui est née en octobre 1781, enfant unique. Et si Madame Roland a fait toute une histoire en nourrissant son enfant au sein, je crois que c'est bien connu. Hein. Rousseau oblige, il fallait nourrir l'enfant au sein. Son mari y était impliqué à un degré surprenant. Il y a, par exemple, il avait beaucoup de difficultés à nourrir son enfant. Le lait tarissait, elle était malade, etc., etc. Et quand son lait s'était tari, il va exprès aux enfants trouvés de Paris, M. Roland. Il cherche l'avis de la bonne sœur à l'accueil. Et puis il écrit à sa femme, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Il faut prendre une petite bouteille de verre bleu d'environ 3 pouces. Tu entreverras ça au grenier. Tu iras chercher cela au grenier. On y adapte une éponge très fine. Et puis, il y avait toute une recette de lait de vache,
dilué qu'il fallait donner à l'enfant. Alors, il a pris beaucoup de soin pour prendre ses conseils. Et puis, il lui a dit aussi, d'ailleurs, tous les bébés ici sont couchés sur le côté, jamais à la renversée. Alors là, il y a le monsieur inspecteur des manufactures qui entre pour voir comment est-ce qu'on fait pour nourrir un bébé. C'est assez étonnant parce qu'on ne trouve pas énormément de lettres comme ça au XVIIIe siècle. Et quand elle est absente pendant quelques semaines, ce qui arrive, c'est lui qui garde l'enfant. Oui, ils avaient une bonne, mais la bonne était partie avec Madame Roland. Il envoie des bulletins. Alors, je vous fais un tout petit extrait de bulletin. Tu sauras qu'il a plu à Mademoiselle Eudora, elle avait 2 ans, de faire la belle conversation cette nuit, à 2 ou 3 reprises différentes. Alors j'ai terminé par un « C'est bien, Eudora, adieu, dors maintenant ». Ça n'a pas marché. Avant 6 heures, « Papa, regarde-moi donc, papa ». Il a bien fallu regarder, le laver. On la lève, on fait tout cela en attendant le déjeuner. Et puis, il raconte souvent, par le menu détail, ce qu'il a fait pour garder l'enfant. D'ailleurs, son idée de babysitting, c'est de donner à l'enfant une paire de ciseaux et du papier. Alors, lui, il travaillait à son bureau de travail. Alors, il a dit, vous allez rire. Elle est restée chez des amis, vous allez rire parce qu'elle a découpé mes jarretières quand je ne faisais pas d'attention. Alors là, mais il y a aussi, et je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais quand l'enfant était plus grand, il y a beaucoup de lettres échangées dans ce couple, comment élever un enfant. Dans une lettre très moderne, à mon sens, on voit qu'il y a 2 parents. Quand elle était là, les 2 parents travaillaient à leur bureau de travail, exactement comme des couples académiques de nos jours. Et Madame Roland cherchait dans son manuel pédagogique, c'est la nouvelle Héloïse. Donc elle dit, j'ai relu le plan de Julie dans la nouvelle Héloïse et je trouve que nous avons sacrifié l'enfant à notre désir de travailler en paix. Et puis elle dit, les traités sur l'éducation ne considèrent jamais le savant ou toute autre profession. Elle ne parle que du père et de la mère dans ces rôles-là. Et toi, tu as des recherches à faire et je suis contente de t'aider, mais c'est difficile d'avoir en même temps l'enfant. Madame Roland n'aimait que modérément sa fille. Il est vrai qu'elle ne se faisait pas d'illusions sur l'intelligence de sa fille. Elle jugeait médiocre, à tort ou à raison. Mais enfin, la fille était très résistante aux livres. Peut-être que ce n'est pas surprenant qu'elle n'aimait pas lire du tout. Elle aimait beaucoup plus balader, danser, etc. Enfin, assez frivole quand elle était petite. Et Madame Roland, qui était d'un sérieux désespérant, n'aimait pas ça. Enfin, ils disent, cet enfant, il ne fera jamais de bonnes études, etc. Mais bon, elle se faisait beaucoup de soucis pour son enfant. Il est vrai que l'enfant a été très négligé pendant la Révolution, parce qu'on l'a envoyé chez des autres. Mais même quand elle était à la maison, le couple était tellement pris par les affaires politiques que je crois que l'enfant était plutôt négligé vers la fin. Un troisième aspect, je crois que c'est le troisième aspect sur lequel je vais terminer, c'était que ce couple était un couple provinciaux. Et ils ont passé les années juste avant la Révolution à Lyon, ou plutôt dans le Beaujolais, où Roland était nommé, un peu dans leur petite propriété du Clos. Madame Roland faisait ses confitures, la basse-cour, etc. Roland, lui, a eu toute une histoire à Lyon, où il a combattu par pamphlets, brochures avant la Révolution, les gros négociants de l'industrie de la soie. Il s'est fait une renommée de radical. Il était contre les octrois, qui étaient pénibles pour le coût de vie des ouvriers. Et la raison pour laquelle les Roland sont montés à Paris en 1991, c'était parce que le conseil municipal avait demandé à Roland, révolutionnaire alors, avait demandé à Roland d'aller chercher, quêter à l'Assemblée nationale une subvention pour
pouvoir aider la nouvelle municipalité révolutionnaire à payer son déficit hérité de l'ancien régime. Donc, ils étaient très impliqués dans la province. Ce que l'on ne connaît pas très bien, c'est qu'ils avaient un projet, même pendant la Révolution, qui était super provincial, si on peut dire. C'était de faire une commune autogérée, comme on dirait de nos jours, pour essayer de combattre la réaction dans la France rurale. Ils avaient accueilli la Révolution avec joie. Ils avaient pensé même aller en Amérique avant la Révolution, mais quand la Révolution a éclaté, ils ont dit non, on reste en France, mais on va faire la Révolution à Lyon. Mais après les premiers mouvements d'enthousiasme, ils se sont rendus compte que dans les campagnes, la Révolution ne passait vraiment pas, que la réaction risquait de revenir. Et en 90-91, ils étaient assez déçus. Et surtout après la fuite de Varennes, le massacre du Champ de Mars, l'investiture du roi, donc on avait la monarchie perdurée, la répression des radicaux qui a eu lieu cet été-là. Ils ont formé avec plusieurs amis un projet d'acheter un des biens nationaux, c'est-à-dire une ancienne abbaye par exemple, et d'avoir une vingtaine de familles. Et c'était Brissot qui était au centre de ce projet. Brissot qui avait voulu aller en Amérique où il y avait des communautés utopistes. Et c'est l'amitié avec Brissot qui finalement les a perdus les uns et les autres. Ils connaissaient Brissot comme aujourd'hui par email, c'est-à-dire qu'ils avaient correspondu avant la Révolution parce que Brissot avait fait un compte-rendu dans des livres de Roland. Alors Roland lui a écrit pour remercier, et puis une correspondance très fouillée. Et c'est comme si on connaît très bien les personnes avec qui on correspond, et avec email, on croit connaître les gens vraiment. C'était comme ça pour Brissot, c'est la raison pour laquelle ils ont été. Mais il n'y avait pas que Brissot, il y avait Bancal, Bosc, quelques autres, Champagneux, Lantenas, des gens qui s'étaient bien impliqués dans la Révolution, qui étaient aux Jacobins, qui étaient au Club des Jacobins à l'époque. Roland, lui aussi, était aux Jacobins. C'était un tout petit peu, ça me fait penser aux gens qui ont élevé des chèvres dans l'Ardèche après 68. Ça avait un peu cette idée, on allait mettre toutes les économies à acheter une propriété, donc à avoir une école, une imprimerie, une manufacture, une ferme. Et Roland a écrit à un ami, peut-être que nous construisons, c'est un Bancal, je crois, peut-être que nous construisons des châteaux en Espagne, mais cela nous offre une perspective très agréable. Nous allons prêcher le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la Révolution. Le docteur, c'est Lantenas, va pratiquer son maître. Ma femme est l'apothicaire du canton, ce qu'elle faisait à la fin. Vous et moi, nous nous occupons du côté financier et nous allons travailler pour la paix et pour la concorde. Et ça, c'est en 90. Et puis, le projet est tombé à l'eau pour beaucoup de raisons. Mais il a dit après, la beauté de mon projet, c'était d'élever un monument au patriotisme et aux arts utiles, comme il n'y en a même pas à Paris, une réunion qui n'exista jamais en province. Et donc, c'était une idée de collaboration à plusieurs amis qu'ils allaient faire. Mais cela ne s'est jamais produit, en partie parce que tous les deux, Brissot et Roland, ont été happés par la vie politique et publique en 1792. Mais ces gens envisagent vraiment d'habiter ensemble dans une commune d'une vingtaine de familles. Il y a eu de petites conséquences dans un sens parce qu'une partie des fonds qu'ils avaient réunis est allée dans l'imprimerie du cercle social. Alors là, si vous connaissez l'histoire de la Révolution, l'imprimerie du cercle social était très important dans les premières années de la Révolution pour imprimer un tas d'ouvrages de propagande. Eh bien, je crois que je vais en venir un peu à conclure ici. Je vous raconte très brièvement la fin de l'histoire.
c'était des exemples de la vie de couple avant le ministère. Un ministère a coupé court à tout ce genre de choses, avant les querelles de faction, avant la démission de Roland et avant la fatale nuit du 31 mai 1793. À ce moment-là, les Roland habitaient à 2 pas d'ici, dans une maison de la rue de la Harpe, qui à ce moment-là se prolongeait jusqu'au début de la rue de l'école de médecine. Dans un petit appartement qu'il louait, parce que Roland avait démissionné, il demandait l'autorisation de repartir au Beaujolais. Il n'était plus ministre, il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucun poste, mais il avait beaucoup d'adversaires. Ce n'était pas, dans un sens, c'est un peu Danton à envoyer des flèches contre Roland, il ne s'aimait pas beaucoup. Ce n'était pas Robespierre, mais il y avait des gens de second rang comme Collot d'Herbois, par exemple, qui était un de ses ennemis acharnés. Autrement, on a du mal vraiment à expliquer, à s'expliquer pourquoi et comment les Roland ont été sous le coup de l'arrêt le 31 mai. Oui, ils étaient amis avec la Gironde, mais ils n'avaient aucun poste public en ce moment-là, aucune responsabilité, mais des gens sont venus arrêter Roland à la maison la nuit du 31 mai, c'est avant la proscription des Girondins, et Roland, sur l'avis de ses amis, s'est caché. Il est parti, il s'est caché. Madame Roland ne voulait pas le suivre parce qu'elle pensait qu'on n'allait absolument pas l'arrêter. Elle était là avec sa fille et la bonne. Elle avait tort. Son arrestation, qui était la seule de la nuit du 31, c'est assez obscur, je dois avouer. J'ai compulsé énormément de papiers sur cette nuit et je n'ai jamais vraiment trouvé la raison pour laquelle elle a été arrêtée. En tout cas, ce n'était pas légal. Ensuite, les autorités l'ont reconnue, mais en ce moment-là, c'était trop tard. Mais 2 jours après, elle a été arrêtée. Elle n'a pas protesté. Elle s'est laissée conduire à la prison de l'Abbaye, qui n'est pas loin. Mais 2 jours après, c'était la proscription des Girondins. Et elle était prise dans un fatal engrenage parce que, bien sûr, elle correspondait avec les Girondins. Et certains Girondins, dont Puteaux, sont allés en province, se sont évadés et ont eu une certaine responsabilité dans les soulèvements contre Paris qui a suivi. Donc, les Roland étaient pris dans un engrenage sans l'avoir le moins du monde déclenché. Prison, procès, mort. Roland n'a jamais été trouvé. Il s'est caché finalement à Rouen. Il a essayé de faire évader sa femme, mais elle n'a jamais voulu les projets qu'il lui a proposés de changer des vêtements avec quelqu'un, etc. Elle a dit qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre soit puni. Donc elle est restée en prison. Et si elle n'était pas restée en prison, nous n'aurions pas les mémoires et nous ne saurions pas grand-chose finalement sur ce couple, puisque c'est après sa célébrité que les gens ont gardé ses lettres, par exemple. Toute la documentation date d'après la publication des mémoires de Madame Roland. On a conservé ce qui restait. Donc, 2 mots sur les relations du couple pendant la Révolution. Parce que Madame Roland, je suis sûre que vous connaissez le genre de jugement égérie des Girondins, salonnière, etc. La vindicte contemporaine et posthume aussi. Danton, dans une boutade célèbre, quand on les a ramenés au ministère après le 10 août, Danton à la justice et Roland à l'intérieur, quand on avait déclaré la République, Danton a dit, si vous allez offrir son ministère à Roland, il faudrait l'offrir à sa femme aussi, car il n'était pas seul dans son ministère comme j'étais dans le mien.
En fait, Danton n'était pas du tout seul dans le ministère. Il déléguait à des amis, il était entouré d'amis à qui il déléguait beaucoup de tâches. Exactement les mêmes tâches, soit dit, que Roland déléguait souvent à sa femme, enfin, tâches de secrétaire, de réception, etc. Mais c'était des hommes. Il n'y avait pas de cabinet ministériel à l'époque. Et Madame Roland a en fait continué à faire ce qu'elle avait toujours fait. C'est-à-dire, elle ne voyait pas la différence. Elle avait toujours aidé son mari dans son travail. Elle a continué comme une sorte de secrétaire, assistante personnelle. Cela m'a fait penser souvent à ce qu'a dit Bill Clinton quand il a été élu président des USA. Il a dit, vous aurez 2 pour le prix d'un. You'll have 2 for the price of 1. Hein? Bon, on va voir ce qu'il y a. Mais c'était très difficile pour Hillary Clinton, précisément quand il était au pouvoir, parce qu'elle n'avait pas été élue, quoi. Elle était juste la femme du président. Et le rôle de femme de première dame n'est jamais facile à remplir. J'aurais pu faire tout un développement sur le mot salon et salonnière qui se sont par conséquent attachés au Roland. Je vous dis en passant que le mot salon et le mot salonnière, dans ce sens-là, c'est des expressions du 19e siècle. Ça n'existait absolument pas au 18e siècle. On ne disait jamais qu'une telle dame avait un salon. La chose existait, dans un sens. La chose existait parce qu'il y avait des femmes aristocrates, surtout, bien sûr, sous l'Ancien Régime, qui recevaient, faisaient des réceptions, etc. Mais on a abusivement attaché à Madame Roland pour des raisons tout compliquées. Ici, on n'avait jamais eu de salon. Il y a bien eu des dîners au ministère, comme il y avait des dîners dans tous les ministères. Mais ce serait un sujet qui pourrait m'entraîner loin, parce que j'ai beaucoup cherché à voir comment cette réputation se fait et sur quoi il reposait. Elle se reposait. Il y avait une grande vérité dans cela, mais ce n'est pas toute l'histoire. Non, je vais terminer donc sur un point général. Il y a un écrivain anglais qui a dit « No man is an island ». Personne n'est une île. On est tous impliqués dans des réseaux, que ce soit familiaux, socio-économiques, affectifs, etc. Et le couple est un petit réseau entouré d'autres réseaux, dans ce cas des amis, des fidèles, des ennemis. Et les fils dans ce réseau sont quelque chose que je crois qu'on peut analyser en utilisant le genre. Je vous remercie.